Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, à l'écoute du libre journal des historiens, dirigé ce soir par Philippe Conrad. Nous déplorons l'absence de Françoise Varlet, qui ne pouvait être présente auprès de nous ce soir, mais qui nous retrouvera, je rassure nos auditeurs, au mois de juillet et au mois d'août. Alors, ce soir, deux questions, ma foi, tout à fait différentes à aborder. Dans un premier temps, et pour répondre à la demande de nombreux auditeurs qui ont souhaité que l'on revienne sur cette question fort débattue en ces temps d'anniversaire, du 70e anniversaire de mai-juin 1940, nous reviendrons effectivement sur cette question avec Dominique Vénère, ici présent comme d'habitude, et qui est un spécialiste reconnu de la période, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages portant sur cette question, aussi bien son histoire de la résistance que son De Gaulle, la grandeur et le néant, qui vient d'être réédité, je crois. C'est quel éditeur, Dominique ? Aux éditions du Rocher. Aux éditions du Rocher, donc De Gaulle, la grandeur et le néant. Donc nous nous pencherons d'abord sur cette question dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, nous repartirons bien loin en arrière, au moins 25 siècles en arrière, puisque nous parlerons de la Grèce ancienne, à l'occasion de la publication dans une collection dont nous avons déjà parlé, la collection Culture Guide, publiée par les presses universitaires de France et l'agence de voyage culturel Clio, un ouvrage consacré donc à la Grèce, réalisé par Christine Mauduit, qui est présente ici parmi nous. Bonsoir Christine Mauduit, qui est professeure donc de grec ancien à l'université de Lyon 3 et avec qui nous aborderons donc dans une deuxième partie ce sujet tout à fait différent. Avant d'en venir à juin 1940, je voudrais rappeler à nos auditeurs l'initiative qui a été prise par la Nouvelle Revue d'Histoire d'organiser des voyages à caractère historique, à caractère culturel. Alors, nous en arrivons maintenant au cœur de notre sujet, ou tout du moins de notre premier sujet. Nous allons revenir donc sur les événements de juin 1940. Radio Courtoisie a reçu beaucoup de courriers au cours de ces dernières semaines. Les débats ont été assez vifs à propos de certaines émissions. À l'évidence, 1940, comme le signalait l'historien Henri Rousseau, c'est un passé qui ne passe pas. Les débats ne sont pas clos, les convictions se maintiennent, les points de vue continuent à diverger. Il rentre là-dedans toute une part de passion, davantage une mémoire passionnelle qu'une approche historique apaisée et impartiale. Eh bien, nous allons essayer ce soir de faire le tri. Nous allons essayer de montrer ce qu'a été la réalité de cette période sans tomber dans aucune attitude partisane qu'elle soit, sans sacrifier à quelques préjugés que ce soit, et en nous gardant surtout, ce que ne font pas toujours certains, du péché d'anachronisme qui est tout de même, il faut le rappeler, un péché majeur pour tout historien. Alors 1940, pourquoi est-ce que cet événement ou cet épisode revêt toujours une telle importance? C'est parce que il correspond à une défaite historique, à un effondrement historique de très grande ampleur. Nous avions déjà connu un épisode comparable en 1870 après Sedan. La défaite avait emporté le Second Empire. Cette fois, la défaite de 40 qui survenait, je le rappelle, après la victoire de 1918, victoire perçue à tort ou à raison comme éclatante par les Français, eh bien cette défaite va emporter bien sûr la Troisième République. Derrière, la France va connaître le régime de l'État français du maréchal Pétain. Ensuite, la situation de guerre civile que l'on sait à partir principalement de 1943, la libération du territoire, en même temps l'épuration, et à partir de ce moment, l'affrontement de deux lectures des événements, un affrontement qui n'est pas, je le disais, encore apaisé aujourd'hui. Alors que se passe-t-il en 1940? Quelles sont les questions qui se posent? D'abord, je rappellerai les événements de mai-juin, et puis ensuite, il y a deux grandes questions, évidemment, qu'il convient d'aborder. D'abord, l'armistice
était-il inévitable? L'armistice était-il justifié? Est-ce que les gaullistes ont raison d'affirmer qu'il fallait continuer la lutte, continuer le combat? Est-ce que les partisans du maréchal Pétain, eux aussi, ont raison de dire qu'il n'y avait pas d'autre choix et que l'armistice permettait de préparer l'avenir dans les moins mauvaises conditions possibles? Nous allons essayer de cerner cette question-là. Et puis, il y a une deuxième question, évidemment, qui se pose, c'est la personnalité, c'est le personnage tout à fait particulier du général de Gaulle qui lance en 1940 ce pari apparemment tout à fait fou de continuer la lutte à partir de l'Angleterre alors que la défaite semble totalement consommée. Là aussi, le débat reste très vif. On ne se situe pas toujours forcément dans le même registre, à savoir le registre militaire, je dirais technique, et puis d'un autre côté un registre qui serait davantage de l'ordre de la morale ou de la rébellion morale. Bon, nous allons essayer de faire le tri dans tout cela et d'aborder notamment le profil du personnage de Gaulle. Dominique Jenner est particulièrement bien placé pour nous en parler puisqu'il a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur cette question, sur la question des relations notamment entre le général de Gaulle et le maréchal Pétain et la signification du geste du 18 juin 40, tout cela remis dans la perspective du portrait psychologique du personnage de Gaulle. Donc tout d'abord, en quelques mots, je rappellerai la situation au cours du mois de juin 40, celle qui prévaut donc après les événements qui se sont produits au cours des semaines précédentes. Alors que la guerre a débuté en septembre 1939, sur le front ouest, eh bien, on s'en tient, on le sait, à la drôle de guerre. Il ne se passe pas grand-chose. Les Allemands réussissent leur affaire en Norvège au mois d'avril et l'expédition de Narvik se solde finalement sur un échec. Mais ce qui est important, bien sûr, c'est ce qui se passe le 10 mai 1940, puisque les Allemands lancent l'attaque à l'ouest contre la Belgique et contre la Hollande, remportent d'emblée un certain nombre de succès décisifs. Je pense notamment à la prise par surprise des forts de Liège par les Allemands, au parachutage des troupes allemandes sur les arrières de l'armée hollandaise qui va capituler au bout de 4 jours de combat. À ce moment-là, rien ne semble perdu. C'est un scénario qui est un petit peu attendu. On attendait les Allemands en Belgique. Le général Gamelin, qui commandait l'armée française, s'attendait à livrer au cœur de la Belgique une bataille de rencontre qu'il espérait décisive et victorieuse pour les Français. Mais on le sait, la surprise stratégique intervient le 13 mai quand le gros des forces blindées allemandes réalise la percée sur la Meuse à hauteur de Sedan, de part et d'autre de Sedan. Et cette surprise stratégique va être fatale puisque le franchissement de la Meuse est acquis, la percée est obtenue et le corps blindé allemand va filer à grande vitesse en direction de la Somme et puis en direction de la mer, encerclant ainsi dans un véritable étau d'acier le gros des forces de manœuvre françaises et anglaises qui se trouvaient au nord. Au bout de quelques semaines, l'affaire est bouclée. Les Français, les Anglais se replient tant bien que mal vers la poche de Dunkerque où les Anglais réussissent à réembarquer le gros de leur corps expéditionnaire dans les tout premiers jours de juin. La bataille du Nord, à ce moment-là, est perdue et les Français vont tenter, tant bien que mal, le général Weygand, qui a été rappelé en catastrophe par le gouvernement Paul Reynaud pour prendre le commandement à la place du général Gamelin, les Français vont tenter en catastrophe de stopper l'ennemi sur la Somme et sur l'Aisne, mais il apparaît clairement, au bout de quelques jours de combat, entre le 5 et le 9 juin 1940, que cet espoir va demeurer vain. Les grandes unités blindées motorisées allemandes vont poursuivre leur avance en direction de la Seine et puis également en direction de la Marne et vers l'est du pays. Et à ce moment-là, on peut considérer que la guerre est perdue. Les Allemands entrent dans Paris le 14 juin. Le gouvernement se replie d'abord sur la Loire pour se replier
replier ensuite à Bordeaux. Et à partir de ce moment, à l'évidence, la guerre n'est pas menée au même rythme des deux côtés dans un contexte de catastrophe, puisque nous avons à ce moment-là sur les routes 9 millions de Français qui sont partis en exode et qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Toute défense organisée du territoire devient de fait à ce moment-là impossible, et les brillants succès qui sont remportés sur le front des Alpes par l'armée des Alpes du général Ollery ne peuvent compenser évidemment les échecs majeurs qui ont été subis dans le Nord et puis ensuite sur l'Aisne et la Somme. Et se pose à ce moment-là le débat relatif à l'armistice. Il n'y a plus d'armée française à ce moment-là. Dominique Vénère, comment voyez-vous la situation à ce moment-là? Voilà, je la résume par ce que je viens de dire. Il n'y a plus d'armée française. Il n'y a plus d'armée française en état de se battre. Il existe par-ci, par-là des hommes qui, à titre personnel, quelques unités qui continuent à se battre. Il y a certainement le désir de la part d'un certain nombre de continuer le combat sans très bien savoir comment, parce que tout échappe. La victoire allemande est tellement rapide, tellement écrasante que les réactions organisées sont impossibles. Ce qui est intéressant, je crois, de souligner, c'est parce que nous n'allons pas épiloguer sur cette affaire. Tout le monde, y compris Churchill, a admis que l'armistice pour la France était une nécessité pratique. Qu'ensuite, il y a eu des conséquences politiques. Nous allons en reparler à travers l'itinéraire du général de Gaulle et les positions prises par le général de Gaulle. Mais d'emblée, je voudrais souligner quelque chose qui n'est pas souvent mis en lumière, à mon sens. Dans les réactions, je pense aux réactions des militaires, des soldats français, officiers, etc. Dans les réactions des militaires français devant la défaite, il y a une différence énorme entre la perception de ceux qui ont été au contact de l'ennemi, en France même, au contact de l'armée allemande, et qui en ont subi les effets, et qui ont constaté la supériorité militaire écrasante de cet ennemi. Et il y a une différence énorme entre ces militaires français et ceux qui se trouvent soit en Afrique du Nord, soit dans ce qu'on appelle encore à l'époque les colonies ou l'Empire. Ceux-là ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Parce que la France était ressentie jusque-là comme la grande puissance. L'armée française était considérée, à tort, mais était considérée comme une armée puissante, capable de faire face à toute grande menace. L'armée française, pas seule, mais avec sa participation importante, avait été victorieuse militairement en 1918. Il était inimaginable que, en l'espace de 6 semaines ou guère plus, cette armée s'effondre. Et qu'il y ait eu, de la part de ces hommes, officiers notamment, soldats, des colonies, l'Afrique du Nord, une réaction de révolte indignée, cela se comprend très bien. Et que cela n'ait pas compris l'armistice, cela se comprend très bien, car ils n'étaient pas sur place. Et ils ne pouvaient pas imaginer la situation réelle telle qu'elle était vécue en France. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le général de Gaulle, ultérieurement, trouvera un certain nombre de partisans actifs parmi ces officiers des troupes coloniales ou des troupes d'Afrique qui ignoraient ce qu'avait été la situation en France. Voilà, c'est une parenthèse simple que je voulais faire par rapport à l'armistice et à ces événements militaires de 1940. Alors, avant de pousser plus avant, nous allons répondre à des questions d'auditeurs.
rapidement d'ailleurs. Un auditeur nous demande, puisque nous avons évoqué les épages de Verdun, si on avait retrouvé les corps de Louis Pergaud et Alain Fournier. Je crois qu'on a retrouvé le corps d'Alain Fournier près de Verdun, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Pour ce qui concerne Louis Pergaud, je ne sais pas. Oui, je crois qu'on a retrouvé le corps de Louis Fournier. Oui. D'Alain Fournier. Ouais, d'Alain Fournier. Mais de Louis Pergaud, je ne sais pas. Non, je crois pas. D'autre part, alors ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais ça nous renvoie à notre émission de l'autre jour. Un auditeur nous demande, l'affaire Grossouvre, dont vous avez parlé dans votre dernière émission, fera-t-elle l'objet d'un article dans une revue? Alors je peux lui répondre qu'il y a eu un article dans le dernier numéro du Figaro Magazine. Mais il y aura un article, il y aura un article dans le prochain numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire. Nous sommes enchantés de l'apprendre. Il y aura aussi un article dans le prochain numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire. Alors, bon, en quelques mots simplement, Dominique Venner peut-il évoquer le très bon livre de Benoît Méchain à propos de la défaite de 40, les 60 jours qui ébranlèrent l'Occident? Quelques mots, Dominique, à ce propos? Benoît Méchain, grand historien, avait été à la fois témoin et acteur. Mais ultérieurement, il a voulu être avant tout historien de cette époque-là. Mais il l'a été avec la connaissance intime qu'il avait des événements, de la situation, des personnages, etc. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage, très important en toute chose, important par le volume et important par sa signification, est l'un des monuments incontestablement sur cette période. Oui, et un monument, je le rappelle à notre auditeur, qu'on peut se procurer parce qu'il a été réédité dans la collection Bouquin. Parfaitement. Il a été édité chez Albin Michel jadis, il a été réédité dans la collection Bouquin. Avant d'aller plus avant, je voudrais également, à propos de l'armistice et du grand débat, pour savoir s'il fallait ou pas le signer, je crois que les choses sont un petit peu acquises de ce point de vue. Je voudrais renvoyer encore une fois nos auditeurs au colloque qui s'est tenu à l'école militaire en janvier dernier, le 14 janvier 2010, colloque organisé par la Commission française d'histoire militaire, qui a réuni d'éminents spécialistes de la question, dont les actes devraient être publiés, comme je l'ai indiqué l'autre jour dans une émission de Dominique Paoli, le général Fèvre, qui est vice-président de la Commission française d'histoire militaire, m'a dit qu'il manquait seulement une communication pour que la publication puisse intervenir. Donc je pense que raisonnablement, ce sera chose faite à la rentrée, et ce sera très utile et très précieux, parce qu'il y a eu là des interventions extrêmement précises, extrêmement technique et érudite à la fois, pour répondre à cette fameuse question du caractère inévitable de l'armistice. Le colloque a été présenté par le contrôleur général Ricalens, qui dirige une collection tout à fait remarquable d'histoire militaire aux éditions Economica, et le contrôleur général Ricalens a tenu à indiquer qu'il s'agissait de dépasser les connotations politiques et passionnelles. On s'est rendu compte par la suite, notamment au niveau de la radio, que ces connotations politiques et passionnelles étaient loin d'avoir disparu, d'où le souci que nous avons aujourd'hui d'aborder les choses sur un terrain proprement historique. Je rappelle donc qu'à l'occasion de ce colloque, le colonel Gaujac, qui est venu à notre émission il y a quelques mois d'ailleurs, a montré, en établissant une comptabilité très précise de l'état des grandes unités françaises au fur et à mesure que se déroule la campagne, que celles-ci sont difficilement en situation de poursuivre la lutte, parce qu'elles n'en ont plus les capacités. Le colonel Gaujac constate par exemple que du 17 au 31 mai, l'armée de terre a perdu, dans la bataille livrée en Belgique et dans le Nord, 23 divisions dont ses meilleures unités d'actives. Du 13 au 14 juin, après l'enfoncement de la ligne Végan, l'aile gauche française, en retraite, perd 6 divisions sur 16, le centre 11 sur 36, et l'aile droite, les 21 divisions qui la composaient. Restent les 3 divisions de l'armée des Alpes, victorieuses face à l'offensive italienne, mais nullement en mesure de poursuivre la lutte après l'irruption des forces allemandes sur leurs arrières. Les 61 divisions ainsi perdues représentent 60% des capacités de l'armée française. Les 14 divisions présentes en Afrique du Nord sont de qualité très inégale et souffrent d'une pénurie de matériel et de cadres. De plus, elles ne disposent de carburant et de matériel que pour une durée de 2 mois. Donc, c'était la communication du colonel Gaujac. Patrick Facon, spécialiste d'histoire de l'aviation,
montre l'ampleur des pertes subies par le corps des officiers d'aviation, des officiers navigants durant les combats de mai-juin, mais fait valoir que les 2/3 des avions modernes de l'armée de l'air ont pu passer en Afrique du Nord à partir du 16 juin. Ça a été une décision qui a été prise pour qu'ils échappent de fait à l'ennemi au moment où on allait être obligé effectivement de négocier l'armistice. Mais cette présence en Afrique du Nord va de pair avec l'absence d'échelons de maintenance outre-Méditerranée et donc l'incapacité à durer pour ces forces aériennes en cas de poursuite de la lutte. Un autre point longtemps négligé, ou sous-estimé ou méconnu tout simplement, c'est celui des transports maritimes qui étaient disponibles à l'époque. Le capitaine de vaisseau Claude Huan a abordé cette question au cours du colloque. Il montre que la flotte de transport disponible est âgée et peu adaptée au transport de matériel. Il rappelle qu'aucun exercice de transport ou de débarquement fondé sur la réquisition des paquebots, des cargos et autres transports de charbon ou de pétrole n'a été réalisé avant-guerre. Et on avait bien vu lors de la campagne de Norvège quelles difficultés avait rencontré le corps expéditionnaire français, alors qu'il ne s'agissait alors que de transporter que 25 000 hommes. Une telle situation, à laquelle il faut ajouter la perte de Nantes et de Cherbourg, compromettait d'emblée l'espoir éphémère mis dans le transfert en Afrique du Nord, bien sûr, de troupes, et puis également les limites de l'hypothèse du réduit breton qui avait été avancée par certains, un réduit breton ne disposant que des ports de Saint-Malo, Brest et Lorient. Alors, quant au transfert en Algérie, donc imaginé par certains, il relève du projet tout à fait inexécutable au vu des capacités de transport disponibles. Henri de Vailly, que nous connaissons bien, qui est venu plusieurs fois à notre émission, a montré, lui, ce qu'était l'état de l'opinion publique et la situation des civils durant cette période. Je le rappelle, avec 9 millions de personnes parties en exode sur les routes, ne sachant pas de quoi le lendemain allait être fait, et compliquant évidemment, au cas où on en aurait eu l'intention, toute tentative ou ambition de poursuivre la lutte ou de poursuivre la manœuvre, dans un contexte général aussi où on a le sentiment d'un gouvernement qui est complètement dépassé, qui n'a même pas prévu la régulation du trafic des réfugiés sur les ponts de la Loire, par exemple. Autre intervention significative, celle du colonel Max Chiavon, qui est un historien tout à fait remarquable, qui vient de publier une biographie du général Georges et qui a fait une étude très poussée du commandement à l'époque et des réactions des chefs militaires. Et il montre que très tôt, eh bien ceux-ci, dès la fin mai, sont convaincus qu'il est impossible techniquement de poursuivre la lutte et adopte l'attitude qui sera résumée plus tard par le général Beaufre ultérieurement, qui expliquera que s'entêter dans la défaite n'avait aucun sens. Alors d'autres interventions seraient à signaler, je ne vais pas les évoquer toutes, je pense notamment à l'intervention d'Elisabeth Duréau à propos biographe d'Édouard Daladier, qui s'est penchée, elle, sur l'attitude de Paul Reynaud. En tout cas, il s'agissait d'un colloque d'un intérêt tout à fait exceptionnel, avec des communications d'une très grande densité, d'une très grande clarté également, et je crois que nous devons attendre maintenant avec beaucoup d'impatience la publication des actes, car cela apportera au dossier vraiment des éléments d'appréciation, d'interprétation qui très souvent manquaient jusque-là. Philippe Conrad, je crois que vous avez consacré dans la nouvelle revue d'histoire, dites-nous dans quel numéro vous avez consacré un article, un compte-rendu de ce colloque. Tout à fait. Dans le numéro 47 de mars-avril 2010 de la nouvelle revue d'histoire, j'ai présenté un compte-rendu de ce colloque, mais compte-rendu évidemment qui ne rend pas compte de l'extrême richesse des communications. Oh, mais vous avez le sens de la synthèse. Qui n'est qu'un survol. Ce que vous avez apporté est très intéressant. Qui n'est qu'un survol évidemment du contenu de cette remarquable manifestation. Alors,
Alors, voilà donc ce que nous pouvions dire à propos de l'armistice lui-même. On peut se mettre d'accord, je crois, pour constater qu'il était inévitable au vu de la situation, ce qui ne veut pas dire, évidemment, et l'histoire l'a prouvé ensuite, que le pari apparemment complètement fou qu'a joué le général de Gaulle en juin 1940, dans un contexte où, il faut le rappeler, l'Allemagne est complètement victorieuse en France, après les victoires remportées en Pologne et en Norvège, dans un contexte où Staline est de fait l'allié de Hitler, dans un contexte où l'Amérique de Roosevelt est résolument isolationniste, d'autant plus que des élections présidentielles ont lieu au mois de novembre suivant, dans un contexte, faut-il le rappeler, où la poursuite éventuelle de la guerre ouvrait également des perspectives à Mussolini entré en guerre le 10 juin, qui malgré la défaite au moins temporaire subie sur les Alpes, aurait pu mettre en œuvre ses ambitions en Afrique du Nord au détriment de la France, pour ne rien dire de l'éventuelle attitude de Franco, qui en juin 40, certes n'a pas les mêmes réserves, lui et son ministre des Affaires étrangères, Serrano Suñer, n'ont pas les mêmes réserves que celles qu'ils manifesteront en octobre à Hendaye quand ils rencontreront Hitler. Et dans ce contexte, la situation de la France risquait de se trouver très rapidement compromise. On peut très bien accepter l'idée que Franco aurait que Franco aurait refusé de laisser les troupes allemandes passer par l'Espagne pour aller attaquer Gibraltar en cas de poursuite de la guerre, c'est vrai. On peut admettre l'idée, mais à l'époque rien ne pouvait permettre de l'assurer, que la Royal Air Force allait tenir tête victorieusement aux Allemands pendant la bataille aérienne d'Angleterre au cours de l'été suivant, admettons. Mais il y a un point qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'à partir de la Libye italienne, l'Afrique du Nord française risquait d'être très rapidement menacée. Les moyens qui étaient disponibles étaient loin d'être suffisants pour faire face à une offensive italienne qui aurait certainement été renforcée le cas échéant par des renforts allemands. On a vu que dès janvier 41, l'Africa Corps débarque en Libye pour participer à la bataille du désert. Alors, l'addition de tous ces éléments, le souci de se replacer dans la réalité du moment de l'été 40 mène, je pense, objectivement à la conclusion que l'armistice était sans doute à beaucoup d'égards la moins mauvaise solution, d'autant que les garanties, les atouts qu'il a quand même laissés à la France, pour une part, ont permis de préparer le redressement en vue des événements ultérieurs et notamment, bien sûr, on le sait, au cours des mois suivants, la préparation de cette armée d'Afrique qui, en 1942-43, sera en quelque sorte l'épée de la France dans sa rentrée dans le combat, sera l'instrument militaire qui fera que la France, dans des conditions, c'est vrai, un petit peu inattendues, difficiles, sera présente à l'issue du conflit et se retrouvera dans le camp des vainqueurs, ce qui n'avait rien d'évident, bien sûr, en 1940. Alors, la posture prise par le général de Gaulle dès juin 40, évidemment, tient sa place dans ce redressement, mais l'instrument décisif militaire qui a permis de lui donner une forme, une réalité concrète, c'est cette armée d'Afrique qui a été constituée par Weygand sur les instructions du gouvernement de Vichy, dont on sait quelles étaient les limites qui avaient été placées par les vainqueurs à sa liberté d'action sur le plan militaire. Alors, dans ce contexte-là, il se produit donc cet événement qui est en quelque sorte qui correspond à l'événement fondateur de ce que sera ensuite l'épopée gaullienne. C'est cet appel du 18 juin 1940, dont on a célébré l'anniversaire récemment, avec certains commentateurs qui ont quand même rappelé quelques vérités, notamment que l'appel qui est présenté généralement comme celui de 18 juin 40, la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre, c'est le texte placé sur une affiche qui a été placardée au mois d'août seulement
1940 et que l'appel du 18 juin n'avait pas ce contenu. Mais comment en est-on arrivé là? Et je me tourne maintenant vers Dominique Vénère, biographe du général de Gaulle, pour qu'il nous explique en quelque sorte par quel cheminement cet officier en est arrivé en 1940 à cette attitude et à ce geste en quelque sorte de défi, à ce geste de rébellion qui allait revêtir ultérieurement l'importance que l'on sait. Sujet passionnel, vous avez dit, Philippe Conrad. À juste titre, c'est la raison pour laquelle vous me voyez en face de vous, à ce micro, avec mon casque lourd. Car je sais que je vais prendre des coups. J'aime ça, remarquez, j'aime en donner aussi. Mais je m'attends à ne pas faire plaisir à tout le monde parce que ma position n'est pas manichéenne. Sur le général de Gaulle en général, sur le 18 juin 1940 en particulier, je m'efforce de comprendre à la fois ce qu'était cet homme, son destin, et de comprendre ce qui l'a conduit à agir de la sorte à ce moment-là. Mais le fait de vouloir comprendre signifie que l'on s'écarte des légendes, qu'elles soient blanches ou noires. Et c'est parce que je vais m'écarter des légendes blanches et noires que nécessairement je ne vais pas pouvoir plaire à tout à chacun. Ceux qui attendent une condamnation définitive, ceux qui attendent l'éloge définitif, ne vont pas trouver en moi ni le procureur, ni l'avocat qu'ils attendent. Ils vont trouver en moi l'historien qui essaye de comprendre le personnage ultra complexe qu'était le général de Gaulle, et la situation particulière, les conditions bien particulières qui l'ont conduit à cet acte audacieux, il faut bien le dire, de son départ en Angleterre et ensuite de l'appel du 18 juin, qui aurait pu se faire un autre jour d'ailleurs. Le hasard, je vais rappeler les choses très succinctement, le hasard a fait qu'il a eu la possibilité de s'exprimer à la radio anglaise, à la BBC, le soir du 18 juin. Alors, d'abord, remontons en amont, parce que je crois que le parcours qui a été celui de Charles de Gaulle, jeune capitaine de la Première Guerre mondiale, breveté de l'école de guerre, une carrière militaire tout à fait normale jusqu'aux années 30, il y a peut-être certains traits de la personnalité, de la psychologie du personnage qui peuvent permettre d'éclairer ce que sera son comportement ultérieur. Alors, est-ce que c'est un parcours tout à fait normal? Je n'en suis pas sûr. Je crois au contraire que c'est un parcours inhabituel. Et je retiens deux faits majeurs. Il y en a bien d'autres. Je retiens deux faits majeurs. C'est d'abord un officier qui aime s'exprimer, soit par les conférences, soit par la plume. Et il va prendre un goût très accentué, très fort, un plaisir profond au maniement de la plume. Il en tirera d'ailleurs gloire et dans une certaine mesure vanité, ce qui aura des conséquences ultérieurement, nous en parlerons quant à ses rapports avec le maréchal Pétain. Le capitaine de Gaulle, favorisé par le maréchal Pétain après la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler qu'il a fait ses premières armes au 33e régiment d'infanterie, commandé à la veille de la guerre par le colonel Pétain, qui s'apprêtait à partir en retraite d'ailleurs en 1914. Et d'emblée, une estime mutuelle se manifeste entre ces deux personnages extrêmement différents, mais estime, incontestablement.
estime qu'il se maintiendra pendant bien des années, ultérieurement, au-delà de la Première Guerre mondiale, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Estime et soutien de la part du maréchal Pétain, qui est devenu, après 1918, un personnage considérable. C'est lui l'ancien commandant en chef de l'armée française victorieuse. C'est un personnage indiscutable, il n'est pas tout puissant, mais au sein de l'armée, il peut faire beaucoup. Et il va favoriser la carrière, à plusieurs reprises, de ce jeune officier qu'il a connu comme sous-lieutenant en 1918. Il va le favoriser en lui permettant d'être conférencier à l'école de guerre. Il va favoriser sa carrière de multiples façons par des promotions diverses qui vont jouer un rôle important dans la carrière du jeune officier qui est de moins en moins jeune. Et cet officier publie en 1932 un premier livre. C'est un essai qui est la mise en forme de conférences qu'il a prononcées devant l'école de guerre quelques années plus tôt. Ce livre mérite attention, il est très connu. Il s'intitule « Au fil de l'épée ». Et dans ce livre, si on le lit attentivement, se révèle un personnage peu ordinaire. Car ce n'est pas le livre d'un simple militaire. C'est à la fois le livre d'un militaire qui réfléchit au destin politique de son pays, qui est attiré par l'univers politique et par le rôle que certains militaires peuvent avoir en politique. Il fait presque acte de candidature dans ce livre pour jouer ultérieurement un rôle politique et surtout, il dévoile ce que sont ses motivations profondes. Et il utilise une formule qui est très illustrative. Il le dit, la vie ne vaut la peine que si on laisse une trace. Et je veux, en quelque sorte, laisser une trace, quel qu'en soit le prix. Le sens, c'est cela. Il faut retenir cette parole qui est développée dans cet essai au fil de l'épée, car elle est révélatrice de ce qui est le ressort, à mon sens, capital et principal de ce personnage d'exception. Il se révélera ultérieurement un personnage d'exception et, en effet, il réalisera son rêve de jeunesse en laissant une trace, ce qui n'est pas contestable. Ah, mais cette trace, évidemment, s'est faite au prix d'un certain nombre de choses. Et c'est le prix à payer pour cette trace qui, parfois, suscitera soit l'admiration, soit au contraire l'hostilité, la rancœur, parfaitement compréhensible, de ceux qui ont eu à souffrir du général de Gaulle, et ceux qui ont eu à souffrir du général de Gaulle au-delà de 1940, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de l'épuration, ceux qui en ont souffert encore à l'époque de la guerre d'Algérie, ceux-là, évidemment, ne peuvent pas avoir un regard détaché et détendu sur ce personnage qui les a fait souffrir. Mais il y a d'autres aspects dans le personnage. Alors, retenons d'abord cet aveu écrit, publié en 1932, de ce qu'il veut faire de sa vie, laisser une trace à tout prix. Or, pour lui, laisser une trace, ça signifie prendre déjà une revanche sur le destin. Car pendant la Première Guerre mondiale, le jeune officier qu'est de Gaulle, lieutenant, capitaine, le jeune officier, le jeune capitaine de Gaulle,
a le malheur, lors de son premier vrai combat, il participe à quelques petits engagements, il est même blessé antérieurement, mais son premier vrai combat dans les tranchées, à Verdun, au mois de mars 1916, au cours de la première nuit de combat, il est capturé avec sa compagnie. Et il va terminer la guerre dans un camp de prisonniers allemands. Ça signifie quoi? Ça signifie que par rapport à tous ses camarades de la même génération, ceux qui ne sont pas morts en tout cas, et qui ont pu connaître, grâce à la guerre, une carrière parfois éblouissante, lui se trouve barré dans ses espoirs. Or, ces espoirs sont importants, on l'a compris, c'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose de sa vie. Il n'y a rien de plus catastrophique pour un jeune officier en 1916 que d'être capturé et de rester derrière les barbelés allemands jusqu'en novembre 1918. C'est l'horreur. Et il l'écrit d'ailleurs. On a des lettres de lui pendant cette période de captivité qui montrent son désespoir profond. Sur ce désespoir, il voudra prendre une revanche. Et lui, qui veut jouer un grand destin, ça a toujours été son désir. Il l'écrit en 1932, mais ce qu'il écrit en 1932 correspond à quelque chose de profond qui existait avant. Comment prendre une revanche sur le destin? Eh bien, l'occasion va lui être offerte de façon inattendue par la défaite française de 1940. Et comme cet officier, courageux au demeurant, mais qui n'a pas de grandes aptitudes militaires, il le montre pendant la campagne de 1940 où il a un commandement brillant. On lui donne le commandement qu'il espérait, c'est-à-dire d'unités blindées. Lui qui avait écrit quelque temps auparavant un ouvrage qui est resté inconnu jusqu'à là, nous allons en reparler, où il parlait de la guerre mécanique, où il s'élevait en quelque sorte contre l'un des principes militaires français de l'époque, où l'on continuait, comme à la fin de la Première Guerre mondiale, à voir dans les blindés une sorte de soutien d'infanterie. Lui développe l'idée que les unités blindées, il n'est pas le seul à le faire, c'est une thématique qui est très répandue à cette époque-là partout. C'est en Angleterre qu'on a commencé à le développer, ensuite ça a été repris en Allemagne, etc. etc. Il développe donc l'idée qui est à la mode intellectuellement à l'époque, que les unités blindées doivent être utilisées comme force de rupture en quelque sorte, et non pas comme soutien d'infanterie. Mais lors des journées de combat auxquelles il participe au mois de mai, à la fin, dans les derniers jours du mois de mai 1940, alors qu'il a un grand commandement, alors qu'il a, par exemple, lors de la bataille d'Abbeville, peu connue, sur lequel Henri Douillet a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'intitule « De Gaulle sous le casque », qui a été publié aux éditions Perrin, qui est une étude c'est une véritable enquête sur tout le détail de cette bataille. Eh bien, dans cette bataille, d'abord, le général de Gaulle ne va pas pouvoir accomplir la mission qui lui a été confiée. La mission qui lui est confiée, c'est de faire sauter le verrou que représente Abbeville. Abbeville est tenu par un simple régiment d'infanterie bavarois. En face de cela, de Gaulle a à sa disposition plus de 160 chars, plus des unités d'infanterie. Donc on peut estimer que si on replace ça dans la perspective de tout ce que l'on a vu dans les jours précédents, lui et ses chars ne va faire qu'une bouchée
de ce malheur régiment d'infanterie bavaroise. Ah ben, pas du tout. Ce sont ces chars qui vont se faire étriller, qui vont être détruits à coups de canon, à coups des fameux 88 anti-aériens qui sont utilisés comme canons anti-chars pour la première fois d'ailleurs. Je passe sur ces détails techniques d'armement et de bataille. Bref, loin de connaître un succès militaire, il connaît une sorte d'échec. Donc, ce n'est pas dans l'univers militaire qu'il a la possibilité de briller en 1940. Ça ne retire rien à son courage. Il a manifesté beaucoup de courage chaque fois qu'il l'a fallu, mais il n'a pas eu les dispositions miraculeuses qui font le grand chef militaire dans la bataille, ou qui, au contraire, laissent le chef militaire dans la médiocrité. Il a été laissé militairement dans une relative médiocrité. Mais il va prendre sa revanche. Et alors là, quelle revanche? Sur un terrain où, en principe, on ne l'attend pas, sauf lui-même, parce que lui y avait pensé, le terrain de la politique. Il était depuis des années en relation avec des hommes politiques de tous les camps, de droite, de gauche, etc. Par exemple, il avait rencontré le ministre de l'Air du Front populaire, Marcel Déat, socialiste, qui connaîtra un destin bien particulier pendant les années d'occupation, mais qui à l'époque est socialiste. Et le contact entre ces deux hommes est excellent. Le général de Gaulle, qui n'est pas encore général, qui est lieutenant-colonel, je pense, laisse des traces des entretiens qu'il a avec le ministre de l'Air, sur lequel il porte un jugement extrêmement favorable. Mais il en rencontre d'autres. Il rencontre notamment Paul Reynaud, qui aura un grand rôle dans sa carrière ultérieure. Paul Reynaud qui adhère aux idées lancées par De Gaulle. En revanche, il rencontre Léon Blum, qui n'adhère absolument pas à ces idées. Bon, bref, c'est un général qui entretient depuis longtemps des relations dans les milieux politiques parce que ça l'intéresse et parce qu'il pense avoir des idées originales et il pense, il ne se trompe pas, que ces idées doivent passer par l'intermédiaire des hommes politiques. Et il pense, pourquoi pas, ça n'est pas encore dessiné très nettement dans son esprit, mais il pense qu'au sein de ce monde politique, qu'il le juge assez médiocre, et il ne se trompe pas, il pense qu'après tout, lui, peut-être, pourrait jouer un rôle, lequel il n'en sait rien, mais il n'exclut pas du tout de pouvoir jouer un rôle politique, et il va le jouer. Car dans les premiers jours de juin 1940, alors que l'armée française est quasiment vaincue déjà, Paul Reynaud, avec qui il a des relations depuis longtemps, avec qui il s'entend bien, Paul Reynaud, qui est président du Conseil, l'équivalent d'un Premier ministre d'aujourd'hui, Paul Reynaud va faire appel à lui, il va l'appeler au gouvernement en tant que sous-secrétaire d'État à la guerre. Et il le nomme également général. Jusque-là, De Gaulle était colonel. Voici donc le général de Gaulle, ministre. Il entre au sein, même si c'est un petit portefeuille, il est néanmoins ministre. Ça va avoir plusieurs conséquences. Il est, à partir de ce moment, de plein pied dans l'univers politique. Il rencontre les autres membres du gouvernement et il a en face de lui un personnage qu'il connaît bien, qui est vice-président du Conseil, qui est le maréchal Pétain. Mais sur le maréchal Pétain, relation du maréchal Pétain et du général de Gaulle, je reviendrai tout à l'heure pour ne pas tout brouiller. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, plus précisément
à l'écoute du libre journal des historiens présenté ce soir par Philippe Conrad, qui reçoit Dominique Vénère, avec qui nous évoquons les journées de juin 1940. Nous avons quelques messages d'auditeurs dont je vais vous rendre compte. Monsieur Dominique Vénère vient de dire que Churchill avait admis que l'armistice était inévitable. Je voudrais ajouter qu'il l'a reconnu en 1944 et l'a dit au général Georges. Que l'armistice avait finalement rendu service aux Alliés. Le général Georges en a fait état au procès du maréchal Pétain. Le général Georges, je le rappelle, était le numéro 2 de l'armée française après le général Gamelin, au moment où commence la bataille en mai 1940. Alors, un autre auditeur fait la comparaison entre l'armistice de novembre 18 et l'armistice de juin 40. En novembre 18, la retraite de l'armée... la situation, de l'armée allemande était incomparablement meilleure que celle de l'armée française en juin 40. Pourtant, elle a demandé l'armistice en 18. Les partisans du général de Gaulle oublient volontiers qu'en 1918, l'armée allemande occupait encore à ce moment une partie du territoire français. Donc voilà une comparaison que nous propose un de nos auditeurs. Un témoignage d'un autre auditeur, le souvenir du récit de mon père qui disait qu'il devait partir du Maroc avec un régiment du train pour la Norvège me fait douter du fait que toute l'armée d'Afrique n'était pas consciente des causes de la défaite. Son unité était composée de muletiers très mal armés avec un seul effet mantique comme arme collective. Certaines capotes dataient de conflits anciens et étaient raides de sang séché. L'armistice a mis un terme à cette folie de Narvik et puis apparemment à la campagne de 1940 tout court même. Alors, un autre auditeur, il s'agit d'une autre question, mais enfin qu'il est intéressant de rappeler. Faut-il aussi rappeler que si l'Angleterre a tenu, c'est en grande partie grâce au déchiffrement du système Enigma qui lui a permis en particulier de tenir pendant la bataille d'Angleterre, de gagner la bataille de l'Atlantique et de venir à bout de Rommel. Or, l'existence du système ultra de déchiffrement a été caché jusque dans les années 75. En 40, personne ne pouvait penser en France que les Anglais disposeraient d'un service de renseignement aussi primordial et d'une telle efficacité. Et sur le papier, la supériorité allemande était écrasante. Alors, oui, un point, là, une remarque d'un de nos auditeurs. Monsieur Vénère passe sous silence les 6 ou 7 tentatives d'évasion de Gaulle après qu'il a été fait prisonnier en 1916. Par ailleurs, que pense-t-il que la France... Cher auditeur, je ne passe rien sous silence. Voilà. Simplement, je n'ai fait qu'évoquer très succinctement cette période. Si vous jetez un œil sur mon livre De Gaulle, la grandeur à le néant, vous verrez que je ne passe pas sous silence ces tentatives d'évasion. Et il est évident que le capitaine de Gaulle était un officier courageux. Alors, le même auditeur nous dit... poursuit ses questions. Par ailleurs, M. Vénère pense-t-il que la France eût été signataire de la reddition de l'Allemagne et que la France aurait eu la place qu'elle a eue au Conseil de sécurité, à l'ONU, etc. en 1945, sans De Gaulle, appuyé par Churchill. Voilà, donc je crois que oui, il faut reconnaître au général de Gaulle un talent politique qui a fait que la France s'est retrouvée en 1944-45 dans une situation qui n'était pas forcément évidente au vu de la défaite subie en 1940. C'est un point qui n'est pas contestable. Un autre point, De Gaulle était-il déjà général à l'entrée en guerre, à l'entrée de la guerre de 39? Non, il le sera seulement donc au début juin, à titre provisoire, général de brigade, comme Dominique Vénère vient de l'expliquer, quand il est devenu sous-secrétaire d'État à la guerre. Alors oui, à quelle date le général de Gaulle a été nommé à ce grade? C'est dans les tout premiers jours de juin 40. Ça doit être le 3 juin, oui, le 2 ou 3 juin. Oui. Alors, est-il vrai que Churchill l'a invité à Londres? Nous en parlerons cela dans un instant. Oui, alors un auditeur qui conteste l'adjectif courageux et qui reproche au général de Gaulle d'avoir fui en 1968. Alors, précision, oui. Je me reporte tout simplement à la chronologie qui figure dans mon livre, parce que ce sont des petits détails que l'on n'a pas nécessairement à l'esprit. Le 25 mai 1940, avec effet le 1er juin, le colonel de Gaulle est nommé général de brigade à titre temporaire, et le 5 juin 1940, Paul Reynaud remanie son ministère et nomme de Gaulle sous-secrétaire d'État
à la guerre. C'est ça, c'est-à-dire la montée en grade, la promotion a été légèrement antérieure à l'accès au ministère. Bon, alors nous avons évoqué là quelques questions d'auditeurs. Revenons maintenant donc aux événements de juin 1940. Vous nous avez expliqué, Dominique Vénère, comment le général de Gaulle était devenu sous-secrétaire d'État à la guerre, à un moment où la situation est particulièrement inquiétante, on le sait, hein, puisque nous sommes à la veille du dernier effort allemand sur la Somme et sur l'Aisne. Le général Weygand a tant bien que mal tenté d'établir des lignes de défense susceptibles de stopper l'adversaire sur ces deux rivières, mais pour l'essentiel, on peut considérer que dès ce moment-là, la guerre était perdue. Elle l'avait été lors de la bataille du Nord, dans les jours et les semaines qui ont précédé. Alors, quelle est l'attitude dans ce gouvernement du général de Gaulle? Quelles sont les suggestions qu'il présente? Quelle est la nature des débats à ce moment-là au sein de ce gouvernement quant à l'attitude à adopter au vu de la situation militaire? Dans ses mémoires de guerre, écrits beaucoup plus tard, postérieurement, par définition, le général de Gaulle est revenu sur cette période-là et les lignes qu'il écrit sur la situation de l'armée française au début du mois de juin 1940 ne laissent aucun doute sur son appréciation. Ça n'était pas nécessairement son appréciation sur le moment même. C'est l'appréciation de l'historien ou du mémorialiste. Mais il y a des lignes qui décrivent l'état de déroute effroyable de l'armée française qui sont parmi les plus sévères qui aient été écrites sur ce sujet. Donc, il n'y a pas de doute quant à la pensée du général de Gaulle sur l'état de la défaite. Néanmoins, il pense qu'il est possible d'agir de différentes façons. Ce qui répond à votre question, que va-t-il faire dans les quelques jours de son passage au gouvernement? 12 jours exactement. 12 jours, même pas, 11 jours. 11 jours, pas beaucoup. Et c'est un gouvernement qui va être très vite sur les routes, pris dans la débâcle, pris dans les embouteillages géants de l'Exode. C'est un gouvernement qui n'a plus les moyens de gouverner. On se demande d'ailleurs par quel miracle, de temps en temps, il parvient à se réunir et à recevoir à 2 reprises le Premier ministre britannique, Churchill, qui vient en France, non pas pour apporter le soutien de la puissance militaire britannique, car au contraire, il la retire. Il a retiré toutes ses billes, il n'apporte aucun soutien, il retire son aviation, il a retiré ses troupes de terre, mais il demande aux Français de continuer à se battre, car plus longtemps les Français se battront, plus longtemps l'Angleterre se trouvera à l'abri d'une action allemande. Oui, du point de vue britannique. Il s'agit de gagner des délais de manière tout à fait voilà, classique. D'un point de vue britannique, cela se conçoit très bien. Il est parfaitement justifié, il est parfaitement légitime dans cette attitude. D'un point de vue français, évidemment, c'est un peu différent, car la France doit-elle se sacrifier pour l'Angleterre? Voilà, c'est évidemment l'une des questions qui se posent à ce moment-là. Je disais tout à l'heure que je parlerai un peu plus tard des relations Maréchal Pétain-Général de Gaulle. Non, il faut que j'en parle maintenant, très vite. Je les ai évoqués tout à l'heure, en disant qu'ils se connaissent depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis que de Gaulle est sorti de Saint-Cyr. Son premier commandement, vous l'avez rappelé, Philippe Conrad, 33e régiment d'infanterie, commandé par le colonel Pétain, qui est un personnage déjà.
qui devrait partir à la retraite, et puis la guerre en décide autrement, et le colonel Pétain va devenir ce général qui va connaître une carrière tout à fait exceptionnelle et qui va jouer un rôle déterminant dans la victoire française de 1918. Rôle auquel le malheureux capitaine de Gaulle, lui, est absent en quelque sorte, puisque, comme je l'ai dit, à partir de mars 1916, quelles que soient ses tentatives d'évasion, très honorables, il est prisonnier en Allemagne. Après sa libération, le maréchal Pétain, qui est devenu un personnage considérable, n'oublie pas son jeune protégé. Il se souvient de ce jeune officier brillant. Et il comprend, humain, il comprend que pour ce jeune officier, c'est une catastrophe que d'avoir été prisonnier pendant toute la guerre. Et normalement, en raison de ce hasard, ce jeune officier devrait se trouver quelque peu écarté des espérances de beaux commandements. Et c'est le maréchal Pétain, avec la puissance qui est la sienne, qui va imposer à plusieurs reprises des nominations flatteuses qui vont permettre au capitaine, commandant, lieutenant-colonel de Gaulle de s'affirmer et d'avoir une carrière intéressante que sans doute il n'aurait pas eue sans ce soutien. Notamment, il appelle, le maréchal Pétain, appelle le commandant, je crois, il doit être commandant à cette époque-là, de Gaulle, de 1925 à 1927 à son cabinet personnel. Et il lui confie une tâche pour laquelle il lui semble tout destiné, et là il commet une erreur gigantesque. Il lui confie la tâche d'être son officier de plume. Qu'est-ce que ça veut dire ? En termes moins flatteurs, c'est un nègre, c'est-à-dire c'est celui qui écrit à la place de l'auteur. Et dans le cas de l'armée, à la place du patron. C'est une pratique militaire très, très courante. Les grands chefs n'ont pas toujours le temps, ni le goût, ni le désir, etc. d'écrire, mais il faut écrire pour... ça fait partie de l'image du grand chef militaire. Donc, le commandant de Gaulle est chargé d'écrire soit des discours, un premier manuscrit qui sera publié sous le nom du maréchal Pétain, et puis un deuxième manuscrit pour lequel le maréchal Pétain a donné un canevas, des idées, etc. Le commandant de Gaulle a noté, pris des notes, et puis il a rédigé. Cela s'appelait « Le soldat ». C'est le titre qu'a imaginé le maréchal Pétain. Et lorsque... Le soldat français, je crois. Le commandant de Gaulle... Non, le soldat. Le soldat tout court. Hein. Et lorsque le commandant de Gaulle lui remet le manuscrit, le maréchal Pétain, qui n'était pas un écrivain, qui n'écrivait pratiquement jamais rien, mais il avait des idées sur la façon d'écrire. Des idées très nettes. Et il trouve que le style de ce texte n'est pas le sien, à lui, maréchal. Lui, vous connaissez le surnom qui avait été donné au maréchal Pétain, précis le sec. Donc, ce sont les phrases courtes, sujet, verbe, complément. Les fioritures sont mal vues. Et le style quelque peu emphatique et empoulé, qui sera naturellement celui du général de Gaulle, ne plaît pas au maréchal Pétain. Il prend le manuscrit, et là il commet une erreur psychologique gigantesque. Il confie à un autre officier le soin de corriger ce manuscrit écrit par le commandant de Gaulle. Or, le commandant de Gaulle, dès ce moment-là, se considère comme un écrivain.
Et nous le savons un peu, parce que nous connaissons des écrivains, nous connaissons des éditeurs, nous connaissons un petit peu ce monde. Ce sont des choses qui ne sont pas des secrets, n'est-ce pas? La vanité d'auteur est l'une des pires qui soit. Et les blessures à la vanité d'auteur sont les pires blessures que l'on puisse faire à l'amour-propre. Et c'est cela que De Gaulle ne pardonnera jamais au maréchal Pétain qui ne comprend pas. Lui, il est à milieu de... Il n'a pas de vanité d'auteur. Sa fierté est ailleurs. Elle est dans les succès militaires, dans la carrière prodigieuse qui a été la sienne. Et il ne comprend pas un instant, erreur psychologique redoutable, il ne comprend pas un instant qu'il a froissé, qu'il a blessé mortellement ce relativement jeune officier et qu'il vient de s'en faire un ennemi à vie. Si l'on élimine cet aspect des choses, cette part dans l'itinéraire du général de Gaulle et du maréchal Pétain, on élimine, je crois, un élément, c'est pas le seul, mais un élément décisif qui explique des comportements ultérieurs. Les hommes ne sont pas des machines. C'est Descartes qui pensait que les chiens étaient des machines. Il était sans doute pas loin de penser que les hommes étaient d'eux-mêmes. Erreur gigantesque. Les hommes sont passion, les hommes sont sentiments, et ceux qui ont l'air les plus froids sont souvent les moins froids en ce domaine. Et le général de Gaulle, qui laissait à ses interlocuteurs une sensation glaciale, était au fond de lui-même un véritable volcan de feu en matière de ses passions personnelles. C'était un homme de passion, et c'était un homme qui avait en tout cas un orgueil immense. Qu'il soit justifié ou pas, peu importe, c'est pas la question. Cet orgueil avait été terriblement blessé, et cette blessure d'orgueil aura un rôle ultérieur considérable. Cela entraînera d'abord une rupture officielle entre le lieutenant-colonel, je pense, à ce moment-là, et le maréchal Pétain, car De Gaulle avait conservé un double de son manuscrit. Et il décide en 1938 de le faire paraître. Oui. Sous le titre « La France et son armée ». Oui. Et le maréchal Pétain, qui découvre que son manuscrit, commandé par lui, dont il était en quelque sorte le père sans avoir tenu la plume, est publié sans son autorisation, je passe sur les détails, sans son autorisation par le colonel de Gaulle, il trouve que le procédé est un petit peu fort. Il y aura à ce moment-là un petit échange entre eux, assez sec, et les relations seront définitivement rompues. Le maréchal Pétain ne comprend pas très bien d'ailleurs, mais il découvre que son ancien protégé est un drôle de personnage d'un maniement compliqué, sans quoi il ne se trompe pas. Quant au colonel de Gaulle, sa rancœur à l'encontre de son ancien protecteur est d'autant plus grande qu'il vient de commettre ce que l'on peut appeler en termes élégants une maladresse. Alors oui, une maladresse, mais je tiens à dire que La France et son armée est pour moi un très beau livre. Et vous avez évoqué tout à l'heure un style ampoulé, emphatique. Je trouve que vous êtes très sévère. Je crois qu'on peut renvoyer nos auditeurs à la lecture de La France et son armée. C'est vous savez, en matière, très belle synthèse, un très beau tableau de cette histoire particulière. Vous allez vous faire des amis, Philippe Conrad, et vous le méritez. Ah non, il y a des anti-gaullistes qui ne vont pas me pardonner mes propos, là. On peut juger du style comme on veut. Vous savez que sur le style du général, il y a eu un certain nombre d'écrits. Et les opinions en la matière sont extrêmement partagées.
Alors, nous pourrions discuter longuement. Oui, disons, si vous le voulez, qu'il a un style personnel qui s'écarte un peu de sujet, verbe, complément. Et qu'il n'est pas hostile aux formes de style un peu détournées, et que l'influence de Chateaubriand, peut-être, sur lui n'a pas été négligeable. Il y en a de pire. Etc., etc., etc. Bref, lui est très fier de son style, et post-mortem, il serait naturellement ravi de l'opinion qui est exprimée. Lui était très fier de son style, et il était épouvantablement vexé et blessé qu'on ne lui reconnaisse pas sa qualité de grand écrivain, et que ce ne soit pas ce personnage considérable, son ancien protecteur, qu'il avait admiré si longtemps, le maréchal Pétain, qui tout à coup, sur la question la plus importante à ses yeux, ne reconnaissent pas ses mérites. Voilà, c'est ça l'important. Ne disputons plus de la question du style. Voyons le fait important, la blessure d'amour-propre d'un côté, et d'autre part, de la part du maréchal Pétain, une incompréhension en disant mais qu'est-ce qui se passe? Serait-il vaniteux à ce point, ce jeune officier, qui n'est plus si jeune, puisque en 1940, il va sur ses 50 ans. Lorsque le général de Gaulle, comme vous le rappeliez tout à l'heure, est appelé au gouvernement à partir du 5 juin 1940, eh bien, il se trouve face au maréchal Pétain, qui est lui-même membre du gouvernement, qui a une fonction purement honorifique. Il est vice-président du Conseil. Il a été appelé par Paul Reynaud, qui, devant la déroute, avait besoin de s'entourer des vieilles gloires de 1918 pour rassurer l'opinion. Bon, mais ça rassure peut-être l'opinion, mais c'est pas suffisant pour vaincre l'armée allemande, qui, elle, utilisait des moyens qui n'étaient pas ceux du bavardage. Et ils vont se trouver au sein de ce gouvernement, sans se voir souvent d'ailleurs. Ils n'échangeront pas une parole. Seulement, le 16 juin au soir, Paul Reynaud, devant l'état de débâcle général, ne sait plus que faire. Et il sent que la guerre, évidemment, est perdue, mais il ne veut pas prendre à titre personnel la responsabilité d'un armistice dont l'évidence pourtant s'impose. Soit un armistice, soit une capitulation. On ne va pas discuter sur ce point, qui n'est pas de détail, mais qui est un peu hors sujet. Le 16 au soir, donc, Paul Reynaud remet sa démission et la démission de son gouvernement au président de la République, Albert Lebrun, et il lui conseille de confier le soin au maréchal Pétain de former un nouveau gouvernement. Ce que va faire dans la nuit, en effet, le maréchal Pétain, qui va d'ailleurs reprendre plusieurs anciens membres du gouvernement sortant, sauf le sous-secrétaire d'État à la guerre, le général de Gaulle, qui n'est pas repris dans le gouvernement. Et dans la nuit, le général de Gaulle apprend qu'il ne fait plus partie du gouvernement et que le gouvernement est dirigé par quelqu'un qu'il n'aime plus et même que désormais il déteste, qui est le maréchal Pétain. Le général de Gaulle avait eu dans les jours précédents plusieurs contacts, soit en France, soit en Angleterre, où on l'a envoyé en mission, avec Churchill. Churchill se trouve, lui, dans une drôle de situation à ce moment-là. Le rôle de Churchill est capital dans cette aventure. Le désir de Churchill, c'est de protéger l'Angleterre. Donc, plus longtemps des Français se battront contre l'Allemagne d'une façon ou d'une autre, mieux ce sera. Malheureusement, l'armée française est complètement battue
sur le territoire français, mais il reste les colonies françaises. Il reste éventuellement l'Afrique du Nord. Et puis il reste des symboles. Il reste la flotte française, flotte considérable, qui inquiète, dont l'existence inquiète Churchill. Bref, Churchill s'inquiète de la situation française et son souhait, son désir, devant la défaite française, est d'attirer à Londres des personnages importants qui puissent relever le flambeau de la défense française, de la résistance française, comme il a accueilli en Angleterre déjà la reine Wilhelmine des Pays-Bas, comme il a accueilli le roi de Norvège. Il voudrait accueillir en France, il aurait bien voulu accueillir le président Lebrun, mais le président Lebrun ne veut pas, le président de la République ne veut pas. Il aurait voulu accueillir Paul Reynaud, avec qui il avait de bonnes relations, qui est le président du Conseil sortant, mais Paul Reynaud... Et Madame de Porte ne veut pas. Et Madame de Porte, qui est la bonne amie, etc., ne veut pas. Il fait d'ailleurs des tentatives pour attirer en Angleterre le général Weygand, mais le général Weygand ne veut pas. Il tente d'attirer un ministre qui a un certain poids, une personnalité importante. Il essaye d'attirer Mandel, mais c'est pas possible parce que Mandel se trouve sous les verrous dès ce moment-là au Maroc. Après l'affaire du Massilia. Après l'affaire du Massilia. L'affaire du Massilia de Bordeaux. Bref, qui? Alors, Churchill se tourne vers son spécialiste des affaires françaises, qui est le général Speer, qui est un spécialiste des services de renseignement, etc. Parlant très bien français, une très bonne connaissance de la France, etc. Et Speer connaît tout le monde en France, et tout le monde dans le milieu politique. Et c'est Speer qui propose au général de Gaulle de l'évacuer dans son avion en direction de Londres le matin du 17 juin 1940. Sur les hésitations éventuelles qui ont été celles de De Gaulle pendant la nuit du 16 au 17 juin, on a écrit des tonnes de livres. Je crois que on ne sait pas ce qui s'est passé dans son esprit. Alors, n'essayons pas, moi je n'essaye pas en tout cas, d'éclairer les choses. Je constate simplement que le matin du 17, il prend l'avion pour Londres, l'avion du général Speer. Prenant l'avion pour l'Angleterre, il sait qu'il va franchir un pas, qui est celui d'une presque rébellion. L'affaire n'est pas encore jouée, il peut encore revenir, et là, il sera reçu dans l'après-midi du 17 juin par Churchill, et Churchill lui fait comprendre qu'il est l'homme qu'il attend, en quelque sorte, à ce moment-là, et que lui, général de Gaulle, ministre du gouvernement précédent, peut jouer un rôle important. Et c'est dans cet état d'esprit-là que De Gaulle décide de sauter le pas, sans le faire complètement d'ailleurs, en lançant le soir du 18 juin un appel radiophonique qui malheureusement n'a pas été conservé dans les archives de la BBC, mais qui est un appel, ce n'est pas le fameux appel du 18 juin. La France a perdu une bataille, n'a pas perdu la guerre. C'est un appel aux militaires français qui se trouvent en Angleterre ou qui se trouvent dans les colonies de se mettre en rapport avec lui dans le but de continuer les combats. Voilà l'essentiel et l'esprit dans lequel il parle. C'est beaucoup, mais ça n'est pas une rupture absolue, ça n'est pas encore une rupture absolue avec le nouveau gouvernement français, ça n'est pas encore un geste
sorte de rébellion totale, c'est un début, c'est très important, et il va se produire ensuite un événement capital qui va précipiter ce qui deviendra le basculement définitif du général de Gaulle. Ce sera le bombardement anglais de la flotte française à Mers el-Kébir, et Churchill, le 3 juillet 1940, et Churchill, à ce moment-là, mettra De Gaulle au pied du mur. Quelle position prenez-vous? Est-ce que vous condamnez ce bombardement de la flotte française ou est-ce que vous l'approuvez? Et De Gaulle prendra la parole le 4 à la BBC et il justifiera le bombardement de Mers el-Kébir. À ce moment-là, il a basculé. Oui, c'est-à-dire c'est le fruit d'une évolution sur plusieurs jours, en fonction évidemment de circonstances qui évoluent de manière extrêmement rapide, d'une situation extrêmement mouvante. Bien entendu, j'ai résumé cela en quelques mots et en quelques minutes, en essayant préalablement de montrer ce qu'était la psychologie, l'état d'esprit du général de Gaulle, homme qui veut jouer un rôle important, homme qui veut laisser une trace dans l'histoire. Je crois que ça a été déterminant pour lui. L'occasion se présente à lui, en effet, de laisser une trace dans l'histoire. Et l'avenir montrera qu'il ne s'est pas trompé. Oui. Quel que soit le prix par ailleurs. Bien ça, sûr, c'est autre chose. C'est une autre histoire, ou ce sont d'autres histoires qui parfois sont très lourdes de sang, de souffrance ou de gloire. Eh bien, nous allons retrouver dans un instant Dominique Venner et Christine Mauduit. Nous nous arrêtons pour la pause de 7h30. Chers auditeurs, nous allons donc poursuivre notre libre journal des historiens en compagnie de Dominique Venner et de Christine Mauduit, avec qui nous allons parler tout à l'heure de son livre consacré à la Grèce. Auparavant, une annonce, je signale à nos auditeurs que M. Armand Raffard de Brienne dédicacera ses livres le samedi 26 juin à partir de 15h à la librairie PNP au 15 avenue du Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance. Alors, quelques messages. Tout d'abord, l'un de nos auditeurs, un ami de Versailles, merci de cette remise à l'heure des pendules, si nécessaire pour faire triompher ce combat pour la vérité et la justice, auquel était tant attaché le général Jacques Le Groïniec. Et nous rendons bien sûr ici hommage au général Le Groïniec qui a accompli le remarquable travail que l'on sait à la tête de la DMP et dans ses livres consacrés au maréchal Pétain. Un autre auditeur nous dit « Je suis un témoin vivant de juin 40. Pourquoi n'avez-vous pas évoqué l'énorme responsabilité de la gauche ?» Alors effectivement, on pourrait discuter de la responsabilité du Front populaire et de manière plus générale de l'action des partis de gauche dans les années qui ont précédé la guerre, mais ce n'est pas évidemment le sujet de notre émission. Nous ne pouvons pas traiter de toutes les questions et de tous les sujets qui peuvent être reliés à la situation de 1940. Alors, un autre auditeur, pourquoi lorsque l'on parle de cette période, n'évoque-t-on pas l'abnégation des soldats français qui ont aidé les Anglais à rembarquer à Dunkerque? Eh bien, même réponse. L'une de nos auditrices m'a même écrit à ce sujet, mais nous ne pouvons pas évidemment traiter de tous les sujets ou de tous les épisodes qui sont liés à ces événements de 1940. Là, nous avons centré cette émission d'une part sur la question de l'armistice et puis d'autre part sur le parcours tout à fait particulier qui est celui du général de Gaulle pendant cette
période. Un autre auditeur nous dit, on dit que la vitesse des Panzers était sous-estimée près de 10 fois pendant la guerre de 40. Que penser du renseignement français de l'époque? Effectivement, le renseignement français n'a pas été tout à fait performant en 1940, non pas tant quant à la connaissance des performances des blindés allemands, mais plutôt en ce qui concerne la doctrine d'emploi. On a vu les résultats, notamment la combinaison de l'action des blindés et de l'aviation. Il y a eu des défaillances à l'évidence du renseignement français, comme il y en avait eu d'ailleurs, lourdes de conséquences en 1914. Alors, nous reverrons d'autres questions portant sur ce sujet dans quelques instants. Auparavant, et pour en finir avec cette partie de notre émission, je voudrais que vous nous rappeliez, Dominique Venner, une fois que les dés sont jetés, une fois que le général de Gaulle à Londres a fait ce choix, annoncé une première fois le 18 juin, confirmé au cours des jours suivants et devenu irréversible après l'affaire de Mersel-Kébir, comment va se constituer au départ ce mouvement de la France libre, sachant à l'évidence que personne n'a entendu, ou quasiment personne n'a entendu l'appel lancé le 18 juin en France. Il était destiné d'ailleurs aux Français qui étaient en Angleterre. Et sachant que dans la France de juin 1940, comme l'avait très bien résumé Henri Amouroux, à l'exception de quelques jeunes hommes ou de quelques caractères bien trempés et décidés à continuer la lutte coûte que coûte, quelles que soient les conséquences, la grande majorité des Français se sont trouvés satisfaits de l'armistice. Amouroux avait sous-titré le premier volume de son histoire des années d'occupation, 40 millions de pétainistes, je le rappelle. Alors, dans ces circonstances, comment, Dominique Venner, est-ce que démarre l'aventure gaulliste à Londres? Comment est-ce que démarre la France libre? Elle démarre lentement. Elle démarre lentement parce que dans la situation du moment, après cette effroyable défaite, même les Français présents en Angleterre, qui le plus souvent ne connaissent pas ce général de Gaulle qui s'est exprimé, c'est un inconnu à ce moment-là, sont dubitatifs ou hésitants. Je voudrais revenir un instant sur ce que j'ai dit de cette décision capitale, personnelle, de la part du général de Gaulle. Décision qui, sans doute, a été favorisée essentiellement par Churchill, dans une intention très intéressée. Mais encore fallait-il prendre personnellement cette décision de rébellion, car cela va devenir très vite une rébellion à l'égard ou à l'encontre du gouvernement français parfaitement légitime que dirige le maréchal Pétain, qui a reçu, on le sait, les pleins pouvoirs de l'ensemble de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les chambres réunies à Vichy, qui lui ont accordé les pleins pouvoirs. Donc le maréchal Pétain, à ce moment-là, en France, et aux yeux de l'étranger d'ailleurs, est considéré de façon unanime comme le représentant légitime de la France, quelle que soit la forme politique. Et il fallait un culot assez extraordinaire pour s'élever, pour aller au-delà de l'acte initial du 18 juin. Car, encore une fois,
le message du 18 juin, c'est celui d'un général qui demande à ses compatriotes se trouvant en Angleterre et se trouvant éventuellement dans les colonies, qui leur demande de se mettre en rapport avec lui pour éventuellement continuer la lutte. Nous ne sommes pas encore dans une rupture politique. La rupture politique, je l'ai dit, elle va venir quelques jours plus tard, lorsque le général de Gaulle sera conduit à approuver le bombardement de Mers el-Kébir, le bombardement anglais sur la flotte française de Mers el-Kébir, et de façon définitive, c'est 2 jours plus tard, le 26 juin, dans son allocution à la BBC du 26 juin, que la rupture, cette fois, sera absolument définitive, car il va s'en prendre nommément et personnellement au maréchal Pétain. Il lui parle, en quelque sorte. « Je vous connais, monsieur le maréchal. » Et il va faire le premier procès, en quelque sorte, du maréchal Pétain, qui se poursuivra jusqu'au procès définitif de 1945. Il y a là une sorte de guerre personnelle entre le général de Gaulle et l'illustre maréchal Pétain, qui préside aux destinées de la France dans les circonstances effroyables de la défaite et qui, suivant sa formule, a fait don de sa personne à la France pour soulager ses malheurs, etc., etc. Face à cela, il fallait un certain culot à un général complètement inconnu pour se dresser et dire « la France, c'est moi » en quelque sorte. Ça n'est pas vous, monsieur le maréchal. Il fallait du culot, il fallait une audace, une foi en soi-même tout à fait extraordinaire. Alors aujourd'hui, tout cela nous semble évident parce que nous sommes, voilà, ça fait partie de l'histoire, les choses se sont passées ainsi, etc. Mais si on se replace dans l'époque, c'était un acte de rébellion hasardeux, car rien n'était acquis. Certes, l'Angleterre avait des atouts importants contre l'Allemagne et l'avenir l'a montré. Mais les choses auraient peut-être pu tourner autrement. On ne connaît jamais l'avenir. Et dans ce genre de circonstances, on peut se poser de sérieuses questions. Et il y a eu de lourds moments d'incertitude aussi, notamment après l'échec de l'expédition contre Dakar. Ô combien, bien sûr, bien sûr. De Gaulle. Bien sûr. Il a pensé l'expédition à Dakar, c'est au mois de septembre 1940. De Gaulle espère. Dakar est évidemment une base navale, un port considérable, etc. Et De Gaulle imagine que son appel à la résistance, au sens général du mot, le sens que nous connaissons aujourd'hui n'est pas encore attribué. Il pense que son appel à poursuivre la lutte va trouver un écho favorable à Dakar. Et il en est convaincu et il persuade Churchill que cela se fera facilement. Il suffit de se présenter avec quelques bâtiments qui seront principalement anglais devant Dakar, de lancer un appel par radio et par différents moyens pour que les autorités françaises de Dakar, les militaires et les politiques, le gouverneur Boisson peut-être lui-même, se rallient à cette intention de lutte et de résistance du général de Gaulle. Et puis les choses ne se passent pas ainsi. Au contraire, Dakar riposte.
tire à coups de canon sur les bâtiments britanniques qui sont contraints de faire demi-tour. Et on le sait par plusieurs témoignages, le général de Gaulle a songé dans la nuit qui a suivi cet échec à se suicider. Tellement c'était un revers moral important pour lui. Mais là, nous anticipons, nous avons couru au-delà de l'événement. Revenons à ce mois de juin 1940, lorsque ce général inconnu, soutenu par le gouvernement britannique, essentiellement par Churchill d'ailleurs, il y a d'autres membres du gouvernement qui ne sont pas favorables à ce soutien, c'est Churchill qui le soutient. Revenons donc à ces quelques jours. Comment, peu à peu, une certaine autorité morale du général de Gaulle va-t-elle s'établir? Alors, cela est dû essentiellement au soutien que lui apporte Churchill. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Churchill a absolument besoin d'avoir à Londres un Français, représentant du gouvernement français, qui soit une caution dans la poursuite de la lutte. Londres, sous la direction de Gaulle, veut être le point de rassemblement de tous ceux qui, en Europe, vont lutter contre la victoire allemande. Et il lui faut un Français. Il a tenté d'en avoir d'autres, plus connus et plus retentissants que le général de Gaulle. Il n'a à sa disposition que ce général. Et après l'engagement ferme, clair, qui a été celui du général de Gaulle au lendemain de Mers-el-Kébir, Churchill se dit « Je peux m'appuyer sur ce bonhomme. Il a pris notre parti. Il ne peut plus revenir en arrière. Il a sauté le pas, donc je peux m'appuyer sur lui. » Et à partir de ce moment-là, Churchill décide de faire connaître le général de Gaulle, qui est un inconnu. Et il va faire appel à une agence de publicité qui est dirigée par l'estimable Richmond Temple. Richmond Temple, c'est un homme de publicité, reçoit un contrat du gouvernement britannique pour créer le personnage, la notoriété du général de Gaulle, qui, y compris auprès des Anglais, évidemment, est un illustre inconnu. Et l'opération qu'il va monter va être menée de façon astucieuse, avec habileté. Il ne va pas perdre son temps, il ne va pas perdre son argent. Le contrat, on connaît tout cela, tous ces éléments sont historiquement connus. Le contrat se monte à 1000 livres sterling de l'époque. Eh bien, il ne perdra pas les 1000 livres sterling, car c'est à partir de ce moment, à partir de l'opération de publicité de Richard Temple, que peu à peu va se dessiner une figure presque légendaire déjà. C'est à ce moment-là que, grâce à Richard Temple, va se développer l'idée que le général de Gaulle était le prophète des chars, l'homme qui, en France, avait vu clair sur la guerre, que malheureusement, on n'a pas écouté, on n'a pas suivi. Si on l'avait suivi et si on l'avait écouté, eh bien peut-être la France n'aurait-elle pas perdu la guerre. En gros, c'est ça la thématique. Et Richard Temple va jusqu'à invoquer des témoignages parfaitement imaginaires, notamment d'Allemands célèbres, notamment
l'un des Allemands les plus célèbres du moment, qui est le général Guderian, qui lui alors est vraiment un spécialiste non seulement des chars, mais surtout de cette guerre nouvelle de la Blitzkrieg, c'est-à-dire de l'association char-aviation d'assaut, ce que n'avait pas vu, ce qui n'avait pas intéressé le général de Gaulle jusque-là. Ce n'est que dans les éditions ultérieures, dans l'édition de 1944, édition vers l'armée de métier, qu'il y aura un petit complément où une place sera accordée au rôle de l'aviation qui avait été ignoré dans la première édition de l'ouvrage. Mais voilà. Bref, on utilise des moyens qui sont assez classiques de publicité pour créer une légende autour de ce personnage inconnu. Et on le présente de façon sympathique aussi pour les Anglais. C'est-à-dire que d'un côté, on montre que c'était un prophète de la guerre nouvelle, de la guerre moderne, et de l'autre côté, Temple fait prendre toute une série de photos que l'on connaît, qui sont assez ridicules, il faut bien le dire, où l'on voit Temple loue un cottage dans les environs de Londres, qui est assez dépouillé d'ailleurs, où l'on photographie le général de Gaulle en compagnie de madame, afin de les présenter d'une façon sympathique aux Anglais. Les Anglais aiment bien ce côté cosy, le général et madame qui sont ensemble en train de prendre le thé. Alors, effectivement, il y a une photo assez ridicule où on voit le général de Gaulle qui n'aimait pas le thé, qui est en train de boire le thé. Alors il est debout, il boit le thé et il fait un discours à la générale qui l'écoute avec la plus grande attention. Il y a une autre photo où l'on voit le général regardant avec une attention passionnée une porcelaine chinoise, ce qui fera grand plaisir aux Anglais qui se diront voilà un homme humain. Ils n'ont pas réussi à trouver un chien qui aurait pu être placé ou bien je ne sais quoi, un serin, un oiseau. Bon, bref, il y a une présentation publicitaire qui est destinée à rendre le personnage à la fois célèbre et sympathique aux Anglais. Cette opération publicitaire va jouer un rôle énorme, non pas, je plaisantais là sur les porcelaines chinoises, ce n'est évidemment pas ça qui sera retenu par l'histoire. Ce qui sera retenu par l'histoire, en revanche, c'est l'idée un peu imaginaire du prophète de la guerre moderne, qui aujourd'hui encore est resservi comme étant une évidence. Le général de Gaulle a eu d'autres aptitudes et d'autres qualités immenses, qui en général n'ont pas été celles d'un chef militaire. Je l'évoquais tout à l'heure, mais il s'est montré un politique d'une envergure écrasante, devant lequel personne n'a fait le poids, y compris le maréchal Pétain, qui, cela dit, n'était pas un homme politique et n'avait jamais imaginé le destin qui serait le sien en 1940 et qui n'en avait pas besoin d'ailleurs, puisque le maréchal Pétain, lui, était dans sa gloire de vainqueur de 1918. 1940 ne lui apportait rien que des ennuis, ce qui a été l'évidence. Alors que le général de Gaulle, lui, va faire preuve, non seulement pendant la guerre, face à Churchill, parce que la bonne entente ne va pas durer. Churchill pense pouvoir manipuler de Gaulle, mais de Gaulle ne sera pas manipulable. Et de Gaulle maintiendra, dans toute la mesure où il le pourra, en allant aux extrêmes limites de la rupture à plusieurs reprises, il maintiendra son indépendance
autant qu'il le pourra à l'égard de Churchill, alors qu'il est totalement dépendant, puisque il a besoin de Churchill. C'est Churchill qui fournit les fonds de la future France libre. C'est Churchill qui fournit les armes, qui fournit le matériel, qui fournit les communications, qui lui donne accès ou non à la BBC. Et il ne se prive pas de Churchill de lui couper la parole, de l'empêcher de parler pendant quelques jours. Et puis ensuite, il lui restitue. Et ce petit jeu va se maintenir jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, la situation sera constamment conflictuelle entre Churchill et De Gaulle, qui ne se laissent pas faire. Churchill pensait que De Gaulle allait lui être soumis, et là, il a commis une grande erreur, car De Gaulle ne lui est pas du tout soumis. Et Churchill, on le sait, aura ultérieurement cette formule célèbre: la pire des croix que j'ai portées pendant la guerre était la croix de Lorraine. Bien voilà, une excellente conclusion. Je vais simplement signaler quelques questions de nos auditeurs relatives à ce qui vient d'être dit. Un de nos auditeurs qui a perdu son père en 1940 lors des combats de Sedan nous demande pourquoi ne parle-t-on jamais de la bataille de Hanut où le général Priou a étrillé la 16e Panzer appuyée par la Luftwaffe malgré son infériorité numérique. Eh bien, cher auditeur, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de Dunkerque, nous n'avons pas le temps d'évoquer évidemment tous les épisodes de cette campagne de 1940. Bien sûr, il faut rappeler que les Français, contrairement à une certaine légende répandue, se sont battus comme ils l'ont pu en 1940 et courageusement de nombreux endroits, que ce soit à Gembloux, Aston, là, lors des combats que vous évoquez, sur la Somme, sur le canal de l'Ailette, sur les Alpes, bien sûr. Il est toujours bon et utile de le rappeler. Un autre auditeur nous demande ce qu'était la 5e colonne. Alors ça, la 5e colonne, c'est un mythe qui a été inventé pour ce qui concerne la France pour dénoncer les éventuelles trahisons qui auraient permis la victoire allemande. La 5e colonne était un thème largement utilisé en 44-45. Il y a même un auteur dont j'ai oublié le nom qui s'était fendu d'un ouvrage intitulé Pétain et la 5e colonne. N'est-ce pas? L'origine du terme l'origine est une origine espagnole. C'est quand on demandait au général Mola en 1936 comment les nationalistes comptaient prendre Madrid, qu'ils encerclaient en diverses directions, au moins en direction des 4 points cardinaux. Eh bien, il évoquait le rôle de la Quinta Columna qui, à l'intérieur de la capitale espagnole, se soulèverait au moment de l'assaut nationaliste pour permettre la victoire. Mais en 1940, même si un historien aujourd'hui très à la mode, Max Gallo pour ne pas le nommer, en son jeune temps fit un ouvrage qu'il préfère sans doute avoir oublié aujourd'hui, intitulé La 5e colonne. En 1940, tout cela relève de la pure mythologie. Enfin, un auditeur qui est tout à fait satisfait de cette émission, puisque pour lui, c'est une page d'histoire absolument merveilleuse que vous nous donnez ici. Merci, cher auditeur. Me permettez-vous, Philippe Conrad, oui, d'ajouter un tout petit complément? Allez-y, vous avez 5 minutes. Un petit peu personnel, mais qui fera comprendre aux auditeurs qui auraient pu se poser des questions dans quel esprit j'ai abordé ce soir ou en d'autres occasions, notamment quand j'ai écrit ce livre De Gaulle, la grandeur et le néant, dans quel esprit j'avais travaillé et fait les choses. Mon esprit n'était pas celui de la partialité, ni dans un sens ni dans l'autre. Dans les jours qui ont suivi la publication de ce livre, De Gaulle, la grandeur et le néant, j'ai reçu, entre autres, 2 lettres, 2 longues lettres, de 2 personnes que je connais, 2 personnes qui, d'une façon indirecte, par leurs antécédents familiaux, représentaient les 2 pôles, en quelque sorte, de la France des années 40-44. L'un des 2 était le fils du bâtonnier Butin, qui, en 1943 et 1944, avait été à Alger le défenseur de Pierre Pucheux.
Pierre Pucheux avait été ministre de l'Intérieur de Vichy et il a été, je ne sais pas sur les détails de l'épisode, il a été fusillé au début de 1944, De Gaulle lui ayant manifesté son estime et ayant estimé que c'était par raison d'État qu'il devait être fusillé, mais qu'il lui conservait son estime. Ça, c'est pour situer un peu les choses. Première lettre, donc, du fils du bâtonnier Butin, et en raison de cet antécédent familial, cet homme s'était toujours intéressé à cette période-là, et il m'écrit en me disant « J'ai lu votre livre, j'ai le sentiment que, avec une certaine déception, que vous êtes le dernier historien à soutenir la légende gaulienne ou la légende gaulliste. » Donc, il avait ressenti mon livre comme élogieux et partial en faveur du général de Gaulle. Simultanément, le même jour, je crois, je reçois une lettre de quelqu'un que je connais bien, journaliste, fils d'un officier, d'un héros de Bir Hakeim, tué à la bataille de Bir Hakeim. Et lui m'écrit l'inverse en me disant « Mon cher Wagner, vraiment, l'antigaullisme de votre livre est insupportable. » Voilà dans quelle situation je me suis trouvé, pris entre ceux qui avaient a priori une position pour ou une position contre, alors que je m'efforçais d'être au-delà de ces positions manichéennes. Eh bien voilà, un bon test justement de l'impartialité de cet ouvrage dont je rappelle le titre, De Gaulle, la grandeur et le néant, aux éditions du Rocher, qui vient d'être réédité, je crois. Oui, parfaitement.